Alors, bonjour, mon nom est Erika Gaudreau. Je vais prendre le rôle d'animatrice, mais pendant 2 minutes. Et donc, je vais directement passer la parole à mes collègues pour qu'ils se présentent rapidement avant qu'on commence l'atelier. Alors, rebonjour, je suis Louise Constantin, conseillère aux affaires associatives et politiques à la Fédération des coopératives d'habitation du Montréal métropolitain. Oui, mon nom c'est Jonathan Tissel-Megan-Schuld. J'ai un peu d'expérience en économie sociale et solidaire, un stage au Burkina Faso que j'ai fait en 2008. Ça m'a quand même beaucoup marqué. Puis ensuite, je me suis orienté en philosophie. Et puis, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera à partir de l'économie sociale et solidaire comme projet d'autonomie économique, s'orienter vers une autonomie politique au sens authentique du terme, de la démocratie directe. Donc, l'atelier aujourd'hui s'intitule « Comment les coopératives peuvent transformer la société ». Et donc, ce qu'on va faire, c'est un peu faire un survol du modèle et voir en quoi il peut avoir un impact dans une communauté ou dans la société en général. Et donc, nos présentations vont passer d'un niveau plus micro à macro. Donc, il y a une suite logique dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ce que je vais faire pour commencer, c'est faire un petit survol du modèle pour s'assurer que tout le monde comprenne un peu la base de ce que c'est une coopérative. Juste pour commencer, Bon, voilà, ça marche plus. J'ai tout cassé. OK. Non, j'ai tout cassé. Qui, à main levée, connaît très bien le modèle coop? OK, quelques personnes. Qui connaît un peu le modèle coop? OK, pas pire, pas pire. Très bien, on est dans une salle informée. Donc, ce que je veux dire, dans le fond, c'est que ce qu'il faut retenir à la base d'une coopérative, c'est qu'on parle de membres. On parle d'une relation avec un membre et il y a plusieurs types de membres qui peuvent avoir une relation spéciale avec la coopérative. Parce que la coopérative, en certains termes, on peut la voir comme une entreprise, mais c'est une organisation assez spéciale parce qu'elle entretient un rôle particulier avec un membre spécifique ou des membres. Donc, si on regarde juste une entreprise, visuellement, là, c'est vraiment simplifié, mais quand on regarde les relations humaines avec une entreprise en général, on y trouve des travailleurs, des fois des producteurs et souvent à la fin, des consommateurs, idéalement. Et quand on parle de coop, ben là, on fait des zooms sur une relation particulière avec un type de membre. Donc, dans ce cas-ci, ici, on pourrait parler d'une coop de travail. Après ça, on parle d'une coop de producteurs. Et puis, une coop de consommateurs. Donc, assez straightforward. La particularité la plus intéressante, cela dit, avec les coopératives, c'est que on vient y ajouter le volet communauté. Parce que soit qu'on les inclut directement dans le modèle ou qu'on entretient une relation privilégiée avec celle-ci. Les exemples que je vais donner après ça, c'est vraiment pour montrer comment la communauté peut être intégrée dans un projet coopératif et avoir un impact dans une société. Et puis, juste pour ajouter, ben en fait, il y a le modèle de coop de solidarité qui inclut au moins 2 types de membres. Et donc, la communauté peut être intégrée dans ce cas-ci sous forme de membres de soutien. Donc, c'est assez clair, là, je ne veux pas passer trop de temps. S'il y a des questions plus précises, on pourrait y revenir. Donc, voilà les types. OK. Donc, dans les exemples, juste pour y aller dans le plus concret et le plus intéressant, la coopérative des Grands Bois est une coopérative de travail. Et donc, quand on parle de coopérative de travail, souvent, on a un préjugé. Finalement, c'est juste des gens qui se rejoignent pour faire se donner un emploi, puis ça finit là. Mais tous ces coops de travail-là se donnent une mission qui se veut un peu plus sociale en plus. La coopérative des Grands Bois est une microbrasserie. Microbrasserie est une industrie en ce moment en effervescence. Il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse. Mais eux se sont installés dans un petit village qui s'appelle Saint-Casimir, qui a 1500 habitants. Et c'était des habitants de ce village qui ont décidé de revenir pour s'y installer et démarrer cette microbrasserie. Excusez, je parle trop vite. La microbrasserie
un partenariat spécial avec une salle de spectacle qui est située juste au-dessus de eux, qui peut contenir jusqu'à 550 places, donc des gens qui viennent voir des concerts. Et ils ont réussi à se placer de manière assez stratégique en invitant des grands noms quand même. On les voit, les Cowboys Fringants y passer, Hubert Lenoir, donc quand même des noms qui sont connus ici au Québec. Et pratiquement tous leurs concerts sont sold out. Donc, le temps d'une soirée, la population de ce village-là passe de 1500 à 2000 habitants. Et donc, on voit une réelle circulation et une revitalisation de ce village-là. Active Coop est la première coopérative en service en santé, c'est-à-dire qu'ils ont un service de physio, d'ergothérapeute, pardon, d'acupuncture, de nutritionniste. Ils ont jusqu'à 7-8 services. Et donc, ils travaillent ensemble. La particularité qui est intéressante, c'est que en faisant ce travail de gestion interne de la coopérative, ils communiquent sur les projets, donc plutôt les clients qui viennent les voir. Et donc, s'ils ont besoin de référer, ben, ils peuvent aller voir leurs collègues puis dire, est-ce que tu penses que cette personne-là devrait venir te voir pour une consultation en nutrition ou en psychologie, peu importe. Donc, déjà, ça, c'est intéressant. L'autre volet très intéressant qui a fait qu'ils sont assez imbriqués dans leur communauté, dans leur quartier, c'est qu'ils ont dédié un certain pourcentage de leurs revenus pour faire un fonds de sensibilisation et de formation. Donc, assez régulièrement, ils offrent des conférences gratuites ou à moindre coût, là, genre 5 $, sur divers thèmes liés à la santé. De plus, ils ont un camp d'entraînement pour des jeunes du quartier qui consiste à genre des fins de semaine où est-ce qu'ils vont s'entraîner avec les jeunes pour aboutir à une date à faire un marathon ou un demi-marathon, je me souviens plus, mais bref, tout ça pour dire que c'est un moyen d'aller sensibiliser les jeunes à rester actifs et en santé. Je prends mon souffle. On dirait que j'ai oublié de respirer, je suis désolée. Alt Coop est la première coopérative d'ingénieurs plutôt au Québec. Et c'est des jeunes très dynamiques de l'ETS, dont une de mes amies, Gabrielle, qui ont décidé de se regrouper pour créer une coopérative d'ingénieurs. Mais la raison principale pour ça, c'est qu'ils voulaient vraiment travailler sur des projets environnementaux et en développement durable. Et donc, ils se permettent de refuser des projets si jamais ça ne correspond pas à leurs valeurs. C'est une particularité très, disons, d'à propos des coopératives, c'est que finalement, vu qu'on travaille pas que pour le profit, on se permet de dire non. Ils ont aussi, dans leur politique, un pourcentage de leurs revenus dédié à faire des profits, le contraire, à faire des projets pro bono ou à moindre coût pour des projets ou des communautés qui en auraient besoin. Donc, ils ont vraiment un volet social et environnemental fort au sein de leur coopérative de travail. J'aime bien présenter les coop de travail parce que c'était mon sujet de maîtrise, puis j'ai vraiment accroché au modèle ainsi que plusieurs personnes de ma génération. Puis je pense que c'est quand même un modèle qui gagne à être connu parce qu'on passe souvent à côté quand on parle d'impact de société. Donc bref, j'espère que ça vous a un peu inspiré. Si on donne quelques exemples de coopératives de solidarité, je voulais mentionner que le modèle de la coopérative de solidarité a été ajouté à la loi seulement qu'en 1997. Cependant, elle a montré une grande popularité. En 2016, 48% des coopératives créées étaient des coopératives de solidarité. Là, on ne parle pas de coopératives financières, là, évidemment, mais c'est vraiment un modèle qui, finalement, répondait à un besoin qui était présent. Et donc, voici quelques exemples. Une autre microbrasserie, Bellechasse, qui est située à, laissez-moi voir mes notes, Notre-Dame Auxiliatrice de Buckland, 800 habitants. Les porteurs de ce projet n'habitaient pas précisément dans ce village, mais ils désiraient s'y installer. Et pour faire cela, ils ont approché les habitants de
ce village, que je ne renommerai pas, pour... je m'essouffle, ça n'a même pas de sens. Pour pouvoir, c'est ça, donc s'y installer et intégrer les habitants comme étant des membres de soutien. Alors, ils ont fait ça. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est que pour le restaurant, ils ont intégré des producteurs comme membres producteurs qui leur fournit les produits qui vont servir finalement. Donc, par exemple, ils vont avoir un producteur de charcuterie, un producteur fromager, toutes de la même région. Donc, ça met en valeur, ça fait un spotlight un peu sur cette région-là et ça leur revitalisé ce village-là à travers cette action-là. Encore dans la revitalisation d'une région, Vallée-Bras-du-Nord, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Vallée-Bras-du-Nord? Non? OK, yes. OK, non, mais c'est bien. Parce que souvent, on dit tel projet coop, puis on arrête là, puis on n'en parle pas. Vallée-Bras-du-Nord, j'ai découvert ça récemment aussi, mais ça fait quand même depuis 2002 que ça existe. C'est une coopérative de solidarité qui fait ce qu'on peut dire étant de l'écotourisme, disons. Et ils ont comme membres les producteurs, donc des sites de camping, des chalets et des services d'activités de plein air comme le canot. Ils ont aussi des travailleurs, donc des guides, des animateurs, des responsables de sites. Mais ce qu'ils ont eu à faire aussi, c'est chercher des membres de soutien qui sont la communauté, mais aussi des propriétaires de terrains privés. Parce que, en fait, la vallée Bras-du-Nord, ça se situe autour d'un point d'eau, une espèce de rivière, puis le passage est privé. Donc, au lieu d'aller acheter un passage, ils sont allés inclure les propriétaires de terrain dans le projet pour obtenir un droit de passage à la coopérative. Donc, c'est quand même une grosse organisation qui gère finalement tout le tourisme de cette région-là. Et à travers tout ça, ils ont réussi à intégrer un projet d'insertion professionnelle pour des jeunes en difficulté. Donc, ils leur donnent des stages le temps d'un été dans des services de tourisme et d'activités physiques. Donc, c'est quand même intéressant, selon moi. Et finalement, mon dernier exemple, avant de continuer, c'est Coop FA, qui est une coopérative de solidarité gérée par les travailleurs, qui font des formations de sensibilisation et d'éducation à l'environnement dans les écoles principalement, des fois avec des entreprises, mais principalement pour les jeunes secondaires. Et leur caractéristique spéciale, c'est qu'ils sont innovateurs dans le sens où ils mesurent leur impact. Donc, si par exemple une école décide d'arrêter de vendre des bouteilles d'eau suite à leur passage, ils calculent le nombre de CO2 sauvés, par exemple, et ils sont accrédités pour vendre des crédits carbone et des grandes entreprises qui veulent compenser leur pollution lors de conférences peuvent acheter des crédits carbone directement avec la Coop FA. C'est ce qui leur permet de financer leurs activités et de faire ces ateliers-là. Donc, au lieu de charger les écoles, ils chargent les grosses entreprises et donc on réinvente la roue de l'économie. Ce que je trouve, encore une fois, très intéressant. Donc, finalement, on parle beaucoup de projets à valeur sociale et environnementale ajoutée, mais on parle aussi de projets qui sont assez innovants dans la façon de voir l'économie et la relation qu'on a avec les services et les produits. Donc voilà, puis j'ai oublié de dire que je travaille comme chargée de projet chez Réseau Coop, qui est la fédération des coopératives gérées par les travailleurs. Et on offre des projets, des services d'accompagnement, consultation, démarrage et développement. Et si jamais qu'il y en a qui démarrent une entreprise, ils peuvent faire notamment la boussole entrepreneuriale sur laquelle on a travaillé, qui vous permet de voir c'est quoi votre profil qui correspond le plus à vos valeurs et vos besoins. Donc voilà, je vais passer la parole maintenant à Louise pour poursuivre dans le sujet. Allô, 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 oui? Il fonctionne? Bravo. Bravo. Ah, je vais pas respirer. Excusez, hein, je n'arrivais pas à respirer.
C'est bon? On va commencer. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas aller dans iTunes. Voilà. C'est quoi ça? Je veux sortir. Oui, c'est ce que je fais depuis tantôt. Puis, oui, je vais le trouver. Là, il est dans Transcend. Attends, bon, c'est quoi ça? Je vais quitter. Je Transcend. Oui, la clé. Okay. On coopère, vous voyez? Oui, on n'a pas le choix pour ce historique ici. Tantôt, il était prêt. Hein? Là, c'est bon, il est là. Oui, attends, sauve-toi pas. Je clique là-dessus. Oui. Je pense que... Ouais, oui, ici. Bon. Eh bien, bonjour. Alors, moi, je vais plutôt remonter dans le temps. On a vu sur le terrain des exemples de coopératives, mais d'où c'est parti les coopératives? Qu'est-ce qui a mené à la création du mouvement coopératif? Alors ça, ce sont nos fondateurs. On les appelle les équitables pionniers de Rockdale. Rockdale, c'est un endroit, un village près de Manchester, en Angleterre, et on considère que Manchester, c'est un peu notre maison mère. Pourquoi que ça non? Bon. Voilà. Il y a un peu un slogan dans le mouvement coopératif que c'est la nécessité qui crée les coopératives. Les coopératives, finalement, aujourd'hui, bon, on est chanceux, on a des lois, on a des programmes de création, mais même encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de créer des coopératives, notamment dans le domaine du logement. Alors, en 1844, il y avait des tisserands qui, à la suite d'une grève, après avoir perdu une grève, fondent une association d'entraide et ouvrent leur propre magasin. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les tisserands devaient payer très cher pour leur matière première et les prix auxquels ils pouvaient vendre étaient contrôlés par les acheteurs. Donc, ils ont formé une coopérative et ils se sont donné des règles et c'est vraiment assez fascinant. Ce sont des gens, là, on va dire des tisserands, donc ce ne sont pas des intellectuels, des gens qui ont réfléchi comme Karl Marx et tout ça, mais des gens, en partant, ils se donnent des règles qui étaient, puis ça demeure aujourd'hui, un membre égale un vote. Donc, tout le monde est égal dans les coopératives. Ensuite, ça aussi, même si on voit tous des messieurs dans l'illustration, eh bien, l'adhésion, les femmes pouvaient être membres de la coopérative autant que les hommes. Et ça a permis d'avoir passablement d'autonomie pour les femmes aussi. Il y a une petite anecdote qui disait que quand un jeune homme cherchait une fille à marier, il regardait voir si elle était membre de la coopérative parce que ça démontrait que c'était pour être une bonne économe, une personne qui saurait bien gérer le ménage. Ensuite, ça aussi, neutralité confessionnelle, on se demande qu'est-ce que ça vient faire. En fait, c'est une mesure qui permettait d'ouvrir les coopératives aux Juifs, qui à l'époque en Europe étaient grandement discriminés, étaient exclus de plusieurs institutions de nature économique. Et il y avait aussi un fonctionnement qui va revenir plus tard, qui était le paiement comptant. Un des problèmes des classes ouvrières, c'était l'endettement. Alors, pour éviter que les membres s'endettent, pour que la coopérative aide les membres, bien, tout ce qu'ils pouvaient acheter était payé comptant. Dans quel contexte ça s'est développé, les coopératives? Bien, en fait, la vie à l'époque était pas très agréable. C'était la révolution industrielle en Angleterre. Bon, on sait que la révolution, ça a été un moment qui a permis une forte croissance économique, mais pas pour tout le monde. Alors, vous savez, c'était des gens qui venaient principalement des régions rurales, qui venaient travailler dans les manufactures.
parfois avec des journées de 6 jours par semaine, 15 heures par jour. Les enfants, dès l'âge de 5 ans, la longévité était de 22 ans. C'était des conditions effroyables. Et ça a créé beaucoup de mouvements sociaux, dont le mouvement qu'on a appelé chartisme. C'était un mouvement qui revendiquait le droit de vote pour tout le monde, c'est-à-dire de sexe masculin, et non pas seulement pour des membres de... Oui, c'est ça. Et non pas seulement pour les gens de classe supérieure. Et ils croyaient, eux, qu'avec le droit de vote, ça pourrait permettre justement au peuple d'avoir de l'influence sur leurs conditions de vie. Ce mouvement-là n'a pas duré, mais il a donné lieu, en fait, à 2 mouvements qui, eux, ont perduré, le syndicalisme et le coopératisme. Alors, c'est de là que ça vient. Mais si on se remet dans le contexte plus global de tout ce qui se passait de soulèvement, des efforts des classes populaires pour améliorer leurs conditions, bon, on sait qu'il y a eu la Révolution française en 89, l'indépendance d'Haïti, l'abolition de l'esclavage en 1804, l'indépendance du Mexique, les pays d'Amérique latine, et si on revient chez nous, la rébellion des patriotes en 1837-38. On y a fait référence plus tôt. Dès le départ, les pionniers de Rockdale ont élaboré des principes qui étaient l'adhésion volontaire, donc personne n'est obligé d'être membre de la coopérative, c'est vraiment la personne qui décide, le fonctionnement démocratique, la participation économique, c'est pas tout d'être membre d'une coop sur papier, il faut être un membre actif, il faut faire vivre la coopérative, et l'autonomie. Mais par la suite, il s'en est ajouté d'autres, c'est-à-dire la formation continue des membres, l'intercoopération, et puis lors du centenaire du 150e anniversaire de la création des pionniers de Rockdale, on a rajouté l'implication dans la communauté. Alors vous voyez le premier magasin coopératif des pionniers de Rockdale, et le temps de le dire. En marketing, on dirait que ça répondait à un besoin. Le mouvement a explosé. Donc, en 50 ans, il est passé de 16 à 1 million de membres. C'est diversifié dans plusieurs secteurs. Déjà, il y a une première coopérative d'habitation qui en a découlé en 1860. Et ce qui était très important aussi, c'était d'investir dans l'éducation. Donc, on créait des cours, des bibliothèques et toutes sortes d'activités. Je vois que j'ai une petite coquille. On passe à Mondragon. Souvent, on dit « small is beautiful ». J'ai dit que Manchester, c'était un peu là, notre berceau. Mondragon, j'irais dire que c'est presque un peu notre capitale, notre Rome ou notre Mecque, c'est l'endroit au monde où on a la plus grande coopérative. Et là encore, ça ne s'est pas développé dans la facilité. Mondragon, c'est dans le Pays basque. On sait que le Pays basque, les Basques subissent de la discrimination. Vivent dans des conditions qui sont plus difficiles. Puis, en plus, c'était l'époque du fascisme de Franco. Et malgré tout ça, ou grâce à ces conditions-là, qui étaient difficiles, bien, on a créé, c'est un religieux qui est parti encore là d'un tout petit projet, un atelier qui était la fabrication de fourneaux et de réchauds au pétrole. Et aujourd'hui, c'est en fait un complexe coopératif qui réunit 289 entreprises, il y a 73 000 travailleurs et ils accueillent 11 000 étudiants. Bon, si on arrive au Québec, bon, ça, c'est probablement tout le monde est au courant que c'est Desjardins qui a été à l'origine avec Alphonse Desjardins et sa femme. Alors, pendant longtemps, sa femme n'était pas considérée dans le mouvement. C'était elle qui s'occupait de la famille, mais non, elle s'occupait aussi de la caisse. C'est elle qui tenait la caisse pendant que Alphonse, lui, voyageait un peu partout au Canada puis aux États-Unis pour créer 200 caisses. En tout, il aura créé 200 caisses durant son vivant. L'Église catholique a joué un rôle important. Quelles étaient les motivations de l'Église pour inciter au développement du mouvement coopératif? Ben, c'était là aussi soutenir les Canadiens français qui, à l'époque, étaient également
subissaient de la discrimination, étaient exclus des institutions financières, n'avaient pas accès au crédit, s'endettaient énormément et avaient peu d'outils pour se développer sur le plan économique. Le but était de lutter contre la pauvreté, l'endettement, promouvoir l'épargne et lutter contre le communisme qui attirait quand même un certain nombre de personnes à l'époque. Il n'y a pas que l'Église. Tantôt, on parlait du mouvement syndical. Le mouvement syndical, lui aussi, on est toujours proche, on est resté proche. Et vous connaissez certainement Michel Chartrand, mais peut-être que les plus jeunes, ou si vous venez d'ailleurs, vous ne le connaissez pas. C'est une figure marquante de l'histoire sociale et syndicale au Québec. Il était réputé pour son parler franc. Il soulevait les foules. Il a fait souvent de la prison, justement, parce que justement, il défendait les droits des travailleurs et parfois ça allait au-delà des lois. Alors lui aussi, son inspiration, c'était de contrôler, que les travailleurs, les travailleuses puissent eux-mêmes contrôler leurs conditions, leurs affaires, leur argent et conserver la propriété des entreprises au Québec et aux mains des Canadiens français. Alors lui aussi a créé plusieurs coopératives, dont le premier Coopri, une coopérative alimentaire. Ça fait plusieurs fois que je travaille sur ce projet-là depuis un petit moment et souvent les gens me disent « Ah, mais t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça. » Alors là, il y a un homme qui m'a dit que j'avais pas parlé des femmes. Oh! Alors, et ce matin, j'ai vu que dans un atelier, on avait parlé de Berthe Louard, qui est une femme d'origine belge, qui, elle aussi, a déployé une activité assez considérable, qui a créé plusieurs coopératives, dont la première coopérative de consommation en 1937, la coopérative La Familiale. Et comme on l'a vu dans d'autres exemples, bien, une fois qu'on créait une coopérative, on lui donnait, en fait, plusieurs volets. On se limitait pas uniquement là, au commerce, mais on insistait encore beaucoup sur l'éducation et même les loisirs pour les ouvriers qui n'en avaient pas beaucoup. Alors, elle a créé un journal, le Coopérateur, une caisse populaire et pour nous, évidemment, le secteur de l'habitation. Elle a réussi à obtenir de la ville un terrain, le domaine Saint-Sulpice. Dans un atelier, on en a parlé ce matin. Il y a tout un projet, justement, là, il y a un terrain dans ce secteur-là qui est devenu vacant et il y a toute une démarche là, de se l'approprier pour faire du logement social. Donc, elle aussi, elle a obtenu ce terrain-là. Et il y a 5 coops qui se sont constituées, dont une qui porte son nom. Donc, Erika a mentionné là, la diversification du mouvement. Là aussi, le coopératisme s'est développé beaucoup pendant la crise des années 30. La nécessité de créer les coopératives, on va le retenir. Et les gens, finalement, dans tous les secteurs où les gens vivaient des difficultés, ou vivaient des conditions de travail, d'exploitation, bien, les coopératives ont germé dans ce terreau-là. Et donc, on en a retrouvé dans le secteur des pêches, l'agroalimentaire, forêt. Bon, mais je vous épargne la liste. Vous pouvez la voir vous-même. Alors, où en sommes-nous rendus aujourd'hui? Bien, au Québec, il y a 3000 entreprises coopératives et mutuelles. Ça regroupe 8 millions de membres, soit des particuliers ou des entreprises. Bon, 8 millions, je pense qu'on est 8 millions au Québec. Alors, ça, évidemment, Desjardins, il y a beaucoup de membres beaucoup de personnes qui sont membres d'une caisse, mais également, on peut être membre de plusieurs coops, donc ça multiplie, j'imagine, le nombre de membres. Plus de 116 000 emplois et 39 milliards de chiffre d'affaires. Et là, je lisais hier que dans le monde, il y a un emploi sur 10 qui est dans le secteur coopératif. Alors, c'est quand même pas rien. Puis, bien sûr, sur les 3000 existantes, bien 1300 sont des coopératives d'habitation qui regroupent au Québec 30 000 coopérants et coopérantes. Encore une fois, dans ma recherche sur les femmes, je ne pouvais pas passer à côté d'un événement aussi qui a mis Québec, qui est devenu pendant quelque temps la capitale mondiale du coopératisme. Alors, en 2012, c'était l'année internationale des coopératives qui avait été décrétée par l'ONU.
Et ça a donné lieu à plusieurs événements dans le monde, mais à un sommet mondial sur le coopératisme à Québec, qui s'est répété 2 fois, c'est-à-dire de 2012 à 2014 et à 2016. Et qui était derrière ce projet-là? Bien, c'était des femmes, parce qu'à l'époque, la première présidente de l'Alliance coopérative internationale était une femme, une Britannique, Dame Pauline Green. Ensuite, c'était le Mouvement des Jardins, et à l'époque, c'était Madame Leroux qui était PDG. Et 2 mois plus tôt, Pauline Marois avait été élue la première ministre du Québec. Et j'ai pas réussi à trouver une photo qui regroupait ces 3 femmes-là. Ce que vous voyez dans la photo, c'est Madeleine Albright, qui était à l'époque secrétaire d'État et qui a participé aussi à l'événement. Les premières coopératives d'habitation sont développées en 1941, pas à Montréal, pas dans les grandes villes, à Asbestos. Mais peu après, et la première formule, c'était des coopératives d'accès à la propriété. Donc, c'était basé sur des corvées. Les gens se regroupaient pour former une coopérative pour travailler ensemble à construire des maisons. Alors, tout le monde construisait les maisons de tout le monde. Et bon, ce qui était peut-être, bon, aujourd'hui, on jugerait moins intéressant, c'est qu'une fois que toutes les maisons étaient construites, la coopérative se dissolvait, les gens demeuraient des propriétaires privés. Mais n'empêche que pour, encore une fois, la classe, on va dire, moins favorisée économiquement, les Canadiens français, c'est une façon d'avoir accès à la propriété. C'est quand même impressionnant qu'entre 1941 et 1968, il y a eu 200 coopératives de cette sorte qui ont construit 10 000 maisons. Par la suite, le modèle a commencé à susciter de l'intérêt. Il y a une commission d'études qui s'est mise sur pied pour étudier des moyens de promouvoir encore davantage le développement de coop d'habitation. Et c'est à ce moment-là qu'on a changé le modèle. Au lieu d'être un modèle d'accès à la propriété, on a créé le modèle de ce qu'on appelle je l'ai oublié. Le modèle de propriété continue, c'est-à-dire c'est la coopérative qui, elle, garde la propriété de façon perpétuelle et non pas les individus. Alors, maintenant, dans les coopératives, les gens ont le double statut de locataire de leur coopérative, mais de propriétaire collectif parce que ce sont les membres qui gèrent leur coopérative. J'approche de la fin. Je pense que je vais sauter celle-là. Alors, qu'est-ce que ça représente, la vie dans une coopérative d'habitation? Bien, il y a 3 volets qu'il faut gérer. On pense évidemment aux immeubles, aux maisons. On pense à la gestion financière, mais il y a aussi l'élément important qui est la gestion associative. Et moi, pour travailler dans le secteur, souvent, je disais aux gens, bon, combien vous avez prévu dans votre budget pour l'entretien de vos immeubles? Ah, ben ça, on a toujours un budget pour l'entretien, on a une réserve. Puis là, combien vous prévoyez pour la formation de vos membres, qui sont votre actif humain? Oups! Alors, parfois, là, la contrepartie n'était pas aussi importante, mais si on n'a pas des membres bien formés, on dit aussi dans le mouvement, on ne naît pas coopérateur, on le devient. Donc, c'est un apprentissage qu'il faut faire. Puis, dans notre monde qui est de plus en plus individualiste, ça demeure un défi quand même, là, la gestion collective. Bon, la FECHIM, pour dire quelques mots de nous, on a été fondé en 1983. Pour le moment, on compte 474 coopératives membres, c'est-à-dire à peu près 75% là, des 600 coopératives dans le territoire. Ça représente la moitié des coopératives au Québec. Et tantôt, mon ami Stéphane parlait du pouvoir économique qu'on pourrait avoir. Ça représente un actif immobilier de plus de 1 milliard. Alors, je vous laisse sur des photos des coopératives à Montréal qui montrent la diversité. C'est frappant quand on a vu les présentations plus tôt dans les autres provinces. C'est des coopératives, c'est des immeubles impressionnants. Mais ici, c'est davantage des plus petites coopératives. Même si à droite, vous voyez un immeuble qui appartient à la plus grande coopérative au Canada, Village Cloverdale. C'est un quartier coopératif, 865 logements.
Je vous remercie. Donc, on va passer à la présentation de Jonathan. Oui, t'as-tu un... J'essaie de sortir aussi. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? OK. Ah, mais il y a de la traduction, peut-être qu'on peut entendre si tu parles pas dans le micro. Ouais. Oui, il y en a besoin pour la traduction. Tu peux parler de plus. Oui. En tant qu'enfant de la couronne, subordonné à la loi sur les Indiens, membre d'une communauté à laquelle le gouvernement colonial impose un conseil de bande, un organe administratif sous la tutelle d'Ottawa, je veux d'abord affirmer que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un projet d'autonomie, un projet d'émancipation pour tous et pour toutes. Je dis que pour résoudre la complexité des enjeux contemporains, qu'il faut agir pour l'autotransformation des villes, constituer des communautés résilientes en période de crise planétaire, à la fois environnementale et humanitaire. Rendre les villes autonomes sur les plans économiques et politiques, cela pourra réduire les impacts sur les territoires extérieurs, leur permettre de se régénérer, puisqu'autonomie signifie s'autolimiter, mais surtout se donner une forme de société, se donner ses propres institutions, ses normes, ses lois. À partir d'une réflexion sur le rapport du savoir et du pouvoir, ce que je propose aujourd'hui, c'est un projet de transformation sociale à l'échelle municipale dont le but est l'institution de la démocratie directe. Je dois exposer la problématique brièvement. Notre grand défi aujourd'hui, c'est de résoudre la complexité de la crise planétaire. Complexité veut dire ce qui est tissé ensemble. Cette crise est épistémologique, politique, économique, sociale, anthropologique et environnementale. Une perspective pour appréhender la complexité des enjeux contemporains est celle de l'épistémologie politique, c'est-à-dire du rapport entre le savoir et le pouvoir. C'est parce qu'il permet l'exploitation des ressources de la Terre et la création exponentielle des richesses que le savoir est instrumentalisé par les intérêts industriels. C'est le projet d'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle et de la possession totale de la nature par la science et la technique, ma définition du capitalisme. L'imaginaire de l'expansion illimitée du capitalisme est un complexe de signification imaginaire sociale, c'est-à-dire des créations humaines qui font sens, qui investissent nos modes de vie et nos institutions de sens, que nous devons interroger rationnellement et remettre rationnellement en cause par la pensée politique et l'action citoyenne. Ce complexe de signification imaginaire sociale, c'est raison, progrès, croissance, développement, marché, concurrence, rentabilité, profit, etc. Maîtrise rationnelle de la nature. Harnacher une rivière, la dévier de sa trajectoire pour transformer la vigueur de l'eau en énergie afin d'alimenter les industries qui extraient les ressources des territoires et les transforment en produits de consommation, en marchandises. Possession totale de la nature, que toute forme de société différente soit déracinée de son sol et assimilée, afin de coloniser leur territoire. Mondialisation et globalisation du capitalisme par sa supériorité scientifique et technologique dans l'histoire dite universelle de l'humanité. Or, force est de constater que la crise environnementale signifie l'échec de ce projet de civilisation occidentale à l'échelle planétaire.
Le projet d'oléoduc Énergie-Est de TransCanada est un excellent microcosme pour faire la démonstration du pouvoir du savoir et de ses relations politiques à l'économie et à l'environnement. Novembre 2014, la révélation par Greenpeace d'un document stratégique qu'a produit Edelman, une firme de communication américaine réputée à travers le monde, nous informait qu'il était recommandé à TransCanada de financer la recherche en environnement par une campagne majeure afin d'acquérir la sympathie du milieu universitaire, influant sur l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Depuis le mouvement étudiant de 2012, nous comprenons mieux les enjeux de la transformation néolibérale de l'université, c'est-à-dire la privatisation des universités, la privatisation du savoir. La subordination aux intérêts économiques en contexte de compression budgétaire. Puisque l'État n'a pas les moyens de financer adéquatement l'université, parce que les gouvernements décomposent le régime fiscal, ce sont les grandes entreprises privées qui, prétendues philanthropes, prennent part au financement, mais dans le but de s'accaparer l'université, le talent des diplômés et les connaissances qu'elles peuvent exploiter pour créer des richesses et des emplois. En 2014, TransCanada souhaitait construire un port pétrolier à Cacouna afin d'exporter le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta. Ces travaux furent suspendus par la Cour supérieure du Québec, précisément parce qu'ils étaient effectués en période d'occupation du beluga, alors que l'espèce est dangereusement menacée d'extinction. Au même moment, on apprenait dans les journaux que TransCanada voulait financer l'Institut des sciences de la mer de Rimouski afin de créer une chaire de recherche sur le beluga. C'est cela, l'instrumentalisation du savoir par les intérêts financiers des grandes corporations capitalistes, et cela implique la destruction des territoires et des premiers peuples qui y sont enracinés, mais aussi cela implique la destruction de l'intégrité de la science et des institutions publiques. Les exemples sont abondants. Le pouvoir du savoir, c'est qu'il maîtrise et délimite le pouvoir politique s'ils sont déposés ensemble au centre de la société, à égale distance de chaque citoyen, mais qu'ils confèrent une puissance inégalée à ceux qui les possèdent exclusivement. C'est un enjeu démocratique au sens très fort du terme. La stratégie que je vous propose nécessite qu'un véritable mouvement d'économie sociale et solidaire fasse concurrence aux grandes corporations capitalistes en finançant la recherche universitaire afin de mettre le savoir au service de la transformation démocratique de la société et d'offrir aux diplômés de nos universités la possibilité d'œuvrer pour la démocratie plutôt que pour l'oligarchie, ce petit nombre au pouvoir de nos institutions politiques et économiques. Je vous propose une stratégie de développement économique qui vise à l'autonomie politique des citoyens et des citoyennes, définie comme étant ceux et celles qui à la fois gouvernent et sont gouvernés. Cette stratégie implique un modèle de recherche interdisciplinaire, apte à étudier la complexité des enjeux contemporains pour conseiller les initiatives citoyennes. Ce modèle est pédagogique. Il s'agit de former, dans la pratique, des experts qui, plutôt que d'œuvrer à la croissance des grandes corporations capitalistes, participeront à la croissance d'un mouvement citoyen, à la constitution d'une puissance financière qui s'investisse dans la transformation démocratique de la société. Il s'agit surtout de permettre à chaque individu de s'impliquer afin de développer son autonomie économique et de ressentir un intense désir d'autonomie politique. D'abord, je propose l'institution de coopératives de vie. Ce projet d'autonomie économique articule l'habitation, l'énergie, la production alimentaire et la valorisation des déchets par la production du biocharbon, mais aussi toute proposition citoyenne qui vise à l'autonomie. L'habitation est la base de l'institution. Comme locataires, au lieu de verser nos revenus à des propriétaires privés qui procrastinent à rénover nos logements et préfèrent les laisser se détériorer pour les transformer en condos, si nous sommes membres d'une coopérative, nous obtenons collectivement le beurre et l'argent du beurre.
Individuellement, nous payons pour habiter un logement et collectivement, nous récoltons de l'argent à réinvestir démocratiquement. Imaginez si nos revenus pouvaient se chiffrer en milliards. Je parle en milliards, 50 milliards. Allez chercher une hypothèque globale de 50 milliards pour le Québec, par exemple. Et plus, notre mouvement serait alors une puissance financière comparable à Hydro-Québec, mais sous contrôle citoyen, qui puisse s'investir dans la transformation démocratique de la société. L'énergie est un enjeu politique, économique, social et environnemental. Comme locataire, notre pouvoir sous nos logements est très faible. Alors que les propriétaires les laissent se dégrader, l'État nous impose des augmentations de tarifs hydroélectriques pour financer en milliards des projets éoliens privés, ceux de compagnies pétrolières comme Enbridge et TransCanada, qui achètent nos universités. Nous payons plus cher d'électricité, même si Hydro-Québec appartient à l'État, mais nous ne sommes pas mieux chauffés dans ces hivers de plus en plus froids. Si collectivement, nous sommes propriétaires et que collectivement, nous en avons le pouvoir financier, nous pouvons investir dans l'efficacité énergétique et cela nous permettrait de payer moins cher, de faire des économies, en plus de réduire la destruction des territoires avec des méga-projets hydroélectriques. La sécurité alimentaire est un enjeu de première importance. Dans un système mondialisé de l'interdépendance économique, nous dépendons trop de l'importation, ce qui implique que l'énergie pétrolière utilisée par le transport, donc l'émission de gaz à effet de serre. Or, avec les conflits internationaux et la destruction des récoltes par la crise climatique, les prix des aliments augmenteront inéluctablement alors que nos salaires stagnent. C'est pourquoi nous devons absolument nous investir dans l'agriculture urbaine et la création d'une multitude de serres pour constituer notre autonomie alimentaire, même en hiver. Pour vous donner un exemple de l'application de la recherche interdisciplinaire à la transformation démocratique de la société, je vous propose la production du biocharbon par la valorisation des déchets organiques, une proposition articulée avec celle de l'agriculture urbaine. Il s'agit d'un charbon de vie, la reproduction moderne de la terra preta, une terre noire que les anthropologues ont découverte en Amazonie, un sol stérile qui fut transformé par des mains humaines pendant des milliers d'années. Le potentiel du biocharbon est énorme. Quelques-unes de ses qualités est de restaurer des sols dégradés, comme les sites miniers. Il confère au sol une capacité de rétention d'eau et des engrais, fort utile pour prévenir les pertes de récolte en période de sécheresse, en plus d'augmenter la production et la qualité des aliments biologiques. Le biocharbon est une technologie du nouveau millénaire, dont nous avons intérêt à développer démocratiquement plutôt que le laisser entre les mains des grandes forestières. En le séquestrant dans le sol, ce sont des gaz à effet de serre qui sont séquestrés, de sorte qu'il sera possible de produire des crédits carbone. Imaginez-vous un projet d'agriculture urbaine par les citoyens et les citoyennes, pour les citoyens et les citoyennes. La coopérative de vie pourrait commander une étude interdisciplinaire sur le biocharbon à un groupe de recherche composé de stagiaires rémunérés sous la supervision du corps professoral de l'université. Ces étudiants mettraient en commun différentes disciplines comme la biologie, l'agroforesterie, l'urbanisme, l'économie, la sociologie, le travail social. Nous pouvons imaginer un projet de recherche sur l'application du biocharbon à l'agriculture urbaine. En plus de la sécurité alimentaire et la réduction des gaz à effet de serre, ce projet pourrait impliquer l'intégration des communautés marginalisées, telles que les nouveaux arrivants, les aînés, les femmes en situation d'itinérance, puisqu'un projet d'autonomie économique et politique doit concerner toutes les populations. Cela serait d'autant plus pertinent qu'il s'agirait d'une initiative citoyenne qui puisse remédier à la pauvreté croissante et créer des liens de solidarité nécessaires à la démocratie. La stratégie que je vous propose s'appuie sur un constat alarmant. En plein contexte de crise planétaire,
les grandes corporations capitalistes qui s'accaparent nos universités et menacent l'intégrité de la science, alors que son instrumentalisation à des fins de développement économique impacte l'environnement, mais aussi les populations. C'est pourquoi je propose l'application de la recherche interdisciplinaire à l'économie sociale et solidaire pour résoudre la complexité de la crise planétaire à l'échelle locale. Les experts n'auraient pas le pouvoir décisionnel, mais ils ne seraient pas au service d'une bureaucratie corporative, mais au service de l'Assemblée des citoyens et des citoyennes impliqués. C'est lorsqu'un tel mouvement citoyen aura atteint une puissance financière et une masse critique de participation aspirant à l'autonomie politique qu'il sera possible d'instaurer la démocratie directe. Je dis ça puisqu'il faut prévoir la résistance de ceux qui font les lois et qu'un jour, pour déployer notre plein potentiel, nous devrons démocratiquement décider de nos lois. Un tel mouvement est celui de l'autotransformation des quartiers et des villes, la reconstitution de micro-sociétés sur lesquelles nous pourrions avoir un pouvoir direct. Le but peut être la création future d'une biopolis, une république gouvernée par les citoyens et les citoyennes, conseillés par les universitaires. Et sur ce, je vais vous référer à la conférence de Jonathan Durand-Folco demain sur le municipalisme radical. Merci. Wow. Et très important. Je vais finir par une citation d'Arthur Rimbaud, très inspirante. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. Et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Il faudra être poète pour créer la société dès aujourd'hui. Bravo, un grand bravo. Alors, moi, je m'appelle Nicolas. Alors, j'étais chargé de coordonner cet atelier, donc merci infiniment aux trois panélistes. Je vais juste vous dire un petit mot pour vous expliquer un peu le lien entre ces trois panélistes, et puis, je veux dire, vous en doutez, mais surtout pour vous guider aussi peut-être pendant la période de questions. Ici, Erika, qui est du réseau des coops. En fait, donc tout a commencé avec Madame Louise, parce qu'à la base, dans mon idée, c'était Louise qui allait peut-être commencer, mais on a fait ça différemment, c'est bien correct. Mais Louise, je l'ai invitée parce que Louise est à la FECHIM, donc une fédération des coops de logement, qui nous a fait une présentation de l'historique de la naissance du mouvement coopératif. D'où vient ce mouvement-là? Ok, on a appris de Rochdale, de la nécessité, de la pauvreté, de la révolution industrielle, ça remonte à là-bas, ouais. Et elle nous présente le modèle d'une fédération de coop, la FECHIM, qui gère plusieurs coops de logement à Montréal. Erika, qui était là, qui représente une coop de coop, qui est le réseau des coops, une magnifique coop qui, en fait, offre des formations à des personnes qui voudraient, comme vous et moi, qui voudraient commencer une coop. Parce qu'après avoir entendu le speech de Jonathan, on se dit, bon, c'est fini le capitalisme, je veux faire une coop. Comment on fait? On s'adresse au réseau des coops, ok? Puis le réseau des coops offre plein de formations qui dit concrètement comment faire. Puis après, Jonathan, un jeune penseur, philosophe inou, qui venait nous justement parler de la philosophie de la coopération. En quoi est-ce que l'autonomie économique, ok, mène à l'autonomie politique et donc à la démocratie directe. Donc vous avez entendu son merveilleux essai philosophique, parce que en fait l'idée c'était qu'il faut de la philosophie pour réussir à faire ça. Il a aussi parlé de comment est-ce que l'université nous nourrit pas forcément notre imaginaire dans ce sens-là. Ceci dit, je suis fier de participer au programme à l'UQAM, un programme court, un tout petit début en gestion des entreprises sociales et collectives. C'est seulement 5 cours qui sont dédiés à ça. C'est un tout petit début. À Concordia aussi, il y a un tout petit début. Mais comme tu disais, l'importance que l'université mette à 100% d'énergie là-dedans pour nous donner les outils nécessaires pour la création qu'on comprenne bien les mécanismes de comment que ça marche l'économie solidaire, la démocratie directe et la réappropriation
de tout ça, de l'économie, et du contrôle du foncier, de la terre et de nos ressources naturelles. Parce qu'on est bien d'accord, on en a marre que les ressources naturelles soient exploitées par le capitalisme. Donc le modèle coopératif, en fait, pour moi, est inspirant parce que c'est un juste milieu entre le socialisme, le communisme et le capitalisme. Okay? Le cooperativisme, le mouvement coopératif est une sorte de milieu entre les deux parce que le marxisme, le communisme sort du marché, refuse d'agir au sein du marché. Quand le mouvement coopératif agit au sein du marché, vise à la transformation du marché. Donc, il y a un potentiel de actually remettre le pouvoir économique dans les mains de ceux qui en ont été volés, le prolétariat. Ouais. Donc, petit mot inspirant pour vous. Donc, s'il vous plaît, utilisez ces merveilleuses personnes pleines de ressources pour poser toutes vos questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ne soyez pas timide. On est un membre, un vote ici. Ou est-ce que vous avez des commentaires? Commentaires, questions? Des réflexions, des idées. Des idées, c'est très important. Vas-y, Nicolas. Alors, comme je disais, belle présentation de tous. Je connais un peu les coopératives. J'ai aidé à essayer de lancer à Concordia qu'est-ce qu'on appelle un incubateur d'économie solidaire. Ça n'a pas fonctionné parce que les gens ne comprenaient pas. Ou, en tout cas, on ne rentre pas là-dedans. Juste pour dire, il y a des angles du texte qui étaient très bien quand même, qui j'imagine, ils ont besoin de recherche aussi. Comme les universités, j'en suis moi-même et je comprends très bien la corporatisation, la privatisation comme telle, mais il y a aussi l'aspect où ce que les scientifiques semblent être assez réductionnistes dans leur vision. Alors, est-ce que vous croyez que c'est pas juste une déprivatisation des universités, mais aussi justement une ouverture vers la rue, vers la société en tant que telle que l'université doit faire pour justement être le meilleur outil pour arriver à cette transformation, pour ne pas dire transition, qui est maintenant mot buzz. Je voudrais savoir quelles sont vos pensées là-dessus, parce qu'il y en a qui ont des maîtrises, il y en a qui sont plus avec la communauté. Et juste vos pensées sur l'université et quel doit être le chemin à suivre. Évidemment, il n'y a pas juste une solution, mais je serais intéressé. OK. Juste premièrement, c'est pas dans mon habitude de lire un texte comme ça, c'est la fatigue accumulée, donc c'était mieux ainsi. Si j'ai bien compris votre question, est-ce que vous parlez de la surspécialisation et de la compartimentation des disciplines? Je suis absolument d'accord avec votre commentaire, c'est vraiment problématique pour les gens qui s'intéressent à ce genre de critique-là, plus développée. Je vous réfère au philosophe Edgar Morin, penseur de la complexité. Je pense que la complexité de nos enjeux contemporains, nos décideurs sont incapables de la traiter parce qu'il y a une compartimentation des disciplines. C'est-à-dire qu'il y a un département, dans les départements, l'économie, la sociologie, sciences politiques, droit, psychologie, biologie. Bref, toutes les disciplines sont séparées les unes les autres et communiquent comme ci, comme ça, à travers des projets de recherche interdisciplinaires, mais les gens, ils restent très, très spécialisés. Tout au plus, ils vont pouvoir combiner 2-3 disciplines ensemble sans jamais être capables d'appréhender la complexité de nos enjeux contemporains, c'est-à-dire articuler ce qui est particulier, ce qui est local avec ce qui est global. C'est vraiment problématique parce qu'en plus, c'est ces gens-là qui sont surspécialisés et puis qui sont formés comme ça d'ailleurs et qui forment les étudiants d'une telle manière, hein, être toujours plus précis sur une question et puis retrancher, ça nous empêche d'appréhender cette complexité des enjeux contemporains-là. Ça rend absolument tout individu inapte à vraiment imaginer des solutions qui puissent être à la fois simples, mais très efficaces pour résoudre cette complexité des enjeux contemporains-là. Je vais juste donner l'exemple de l'agriculture urbaine.
C'est super efficace pour résoudre cette complexité-là. Quand je dis que on dépend trop de l'importation, c'est aussi que quand on importe des bananes de l'Afrique, etc., des piments de la Californie en hiver ou du Mexique, etc., on utilise du pétrole. Ça participe au changement climatique. Alors que si justement on développe nos infrastructures pour faire l'agriculture urbaine à l'année, on va réduire nos importations, donc notre consommation de pétrole. Ça va être meilleur aussi pour notre balance commerciale. Ça, c'est-à-dire, c'est le déséquilibre entre c'est quoi qu'on importe et c'est quoi qu'on exporte. On est déficitaire au Québec. Donc, ça va réduire ça. Ça veut dire plus d'argent ici. Et évidemment, on va me dire, oui, mais les serres, surtout les serres de production de tomates, ça produit beaucoup de gaz à effet de serre. Oui, mais avec l'application du biocharbon, les gaz à effet de serre sont diminués à 50%. Vous pouvez aller voir en ligne des études qui ont été faites par des étudiants à la maîtrise. Hein, c'est déjà des projets de recherche en cours. Donc, moi, en tout cas, j'ai vraiment fait tous mes efforts pour développer mes modes de pensée pour appréhender cette complexité-là. Je trouve ça nécessaire. Je vois des fois des gens qui ne réfléchissent pas de cette manière à appréhender la complexité. Ils sont plus spécifiques, ils font des simplifications, des réductions, ils font juste regarder une chose et non pas la globalité. Puis, mais ça mène à des erreurs de jugement, donc ça mène aussi à des erreurs d'action. Moi, je serais pour une réforme de l'enseignement à l'université comme le propose Edgar Morin. Je vous conseille vraiment d'étudier Edgar Morin, qui n'est pas tellement compliqué à comprendre d'ailleurs. Moi, je voulais... Est-ce que someone else, une question, quelqu'un d'autre? Moi, j'aurais voulu rappeler vite fait l'existence au Québec de quand même un écosystème assez favorable à la coopération et aux coopératives. Donc, l'existence de plusieurs financiers, des banques qui aident les projets coopératifs à partir, parce qu'on n'est pas dans un âge si sombre que ça. On est dans un âge où le soleil est en train de se lever. Tu sais, faut se préparer au nouveau jour de la coopération, for real. Fait que, tu sais, genre, il y a une banque qui s'appelle le RISC, qui est là. Il y a PME Montréal, tu sais, que le réseau Coop va vous référer à différents financiers qui sont vraiment spécialisés, qui comprennent bien les enjeux de la coopération. Il y a donc aussi plein d'enjeux financiers extrêmement intéressants avec la coopération. Comme vous comprenez, parce que la coopérative, déjà, juste pour rappeler l'affaire de... lorsqu'on fait du profit dans une coop, lorsqu'on fait du surplus, on n'appelle pas ça du profit en coopération, on appelle ça du surplus, puis on va décider démocratiquement qu'est-ce qu'on fait avec. Tu sais, fait que ça va être plus dans la philosophie de, on va choisir d'abord de rembourser ses dettes, tu sais, après se faire une réserve, une fois qu'on a fait du surplus. Après, une fois, on peut décider, bon, est-ce qu'on réinvestit dans notre projet? Est-ce qu'on grossit? Puis, une fois qu'on a décidé, on peut augmenter nos salaires. Fait que, tu sais, ça va être dans l'augmentation de salaire de tous, tu sais, équitablement. Tu sais, on va le décider démocratiquement. Fait que je sais pas si vous voyez le potentiel que ça a de guérir le problème qu'on a, la relation avec l'argent, tu sais, que c'est juste malsain, mais c'est pas... le capitalisme n'est pas le profit et n'est pas le commerce. OK? Le capitalisme est lorsque les propriétaires du profit ne sont pas les travailleurs, mais le capitaliste, le propriétaire de la force de travail. Ça, c'est le problème du capitalisme. On doit aussi mûrir là-dedans en tant qu'activiste aussi, parce qu'on doit faire du développement économique, n'est-ce pas? On doit nourrir le peuple. Surtout, comme il dit, est tellement bien articulé, de la manière qu'il faut absolument... On a beaucoup de travail à faire pour se mettre à produire localement tout ce qu'on exploite le reste du monde à cette heure-là. En tout cas, donc on a beaucoup de travail à faire. Donc tous vos projets, Réseau des Coops, PME Montréal, RISC, il y a plein d'institutions qui sont là pour aider, puis j'en passe. Il y a même le chantier de l'économie sociale. Dans toutes les régions, il y a les pôles de l'économie sociale. Si tu es en région, tu peux aller au pôle de l'économie sociale avec ton projet. Ils vont t'aider à le développer. Fait qu'il y a plein de choses super fascinantes. À toi.
En fait, c'est pas si utopique que ça parce que ça existe. Alors, j'en ai pas parlé dans l'historique, mais au Québec, on a un mini Mondragon qui est le village de Guyenne en Abitibi. C'est un village entièrement coopératif qui a été créé, en 1947. Alors, on a créé ce village-là en mettant à la disposition des gens des lots pour cultiver à la condition qu'ils renoncent à la propriété privée. Alors, tout devait être une gestion collective. Et là encore, ça a suscité là, une diversification. Le village a ouvert un magasin général coopératif, une coop d'habitation, des serres coopératives, une coop forestière et évidemment une caisse populaire. Donc, il y a aussi... c'est fait dans un village. Souvent, on se fait dire la première chose, ça se peut pas, c'est impossible. Là, on arrive, on dit, ben oui, c'est possible, ça existe déjà. Puis là, on nous répond, mais c'est un cas d'espèce parce que ça a fonctionné là, parce qu'il y avait telle et telle condition, mais finalement, bon, en tout cas. Alors, faudrait voir comment multiplier les Guyennes de ce monde aussi, là. Mais puis il y a le village de Saint-Camille aussi, là, qui est réputé pour toutes sortes d'expériences collectives. Et puis toi, tu en as donné tantôt, là, des expériences coopératives qui revitalisent des villages. Donc, on n'est pas si pelleteux de nuages que ça, là. Je veux prendre quelques minutes pour faire une mise en garde. La mise en garde est qu'on ne doit pas idéaliser les coopératives et le mouvement coopératif. Il y a des sérieux problèmes à l'intérieur de ce mouvement. Comme il y a des problèmes sérieux à l'intérieur du mouvement syndical. Pour être très réaliste. Dans le mouvement coopératif, comme le mouvement syndical et peut-être tout autre mouvement, il y a une gauche, une droite et un centre. Prenons le cas des coopératives au Québec. À un moment donné, le Parti québécois au pouvoir a changé le Code civil. Et ce changement a eu des implications pour les coopératives d'habitation, par exemple. Parce que la conséquence de ce changement était de mettre tout le pouvoir à l'intérieur d'une coopérative au niveau du conseil d'administration. Pas au niveau du membership. C'est sérieux, ça. Et on avait, à Milton Park, un grand débat à ce sujet-là. Par exemple, dans mon coop, qui s'appelle la coopérative d'habitation Milton Park, puisque c'était le premier qui était auto-organisé, on a eu un grand débat. Dans ce débat, on avait 2 membres qui étaient des avocats. Et on a dit, il faut respecter la loi. Et des gens comme moi et d'autres membres de ma coop, on a dit, nous, on a fondé notre coop par les membres et pour les membres. Et le pouvoir ultime de décision va rester à l'Assemblée générale des membres. Et le seul fonctionnement qu'on va permettre au conseil d'administration est de, entre guillemets, légaliser la décision de l'Assemblée générale. C'est tout. Mais le pouvoir doit rester au niveau des membres. Et c'est pour ça, dans le cadre de ma coop, on fait 7 réunions par année, pendant 7 mois différentes, 1 réunion par mois. Mais il y a d'autres coops qu'on fait qu'une réunion annuelle de membres. Un seul. Et toutes autres décisions sont faites par les conseils d'administration. Alors, je vous donne ça comme exemple, qu'il y a un certain débat à l'intérieur des coops. Et on ne doit pas être peur de ce débat. Comme on doit l'encourager à l'intérieur du mouvement syndical. Comme on doit l'encourager dans tous les mouvements. Alors, il faut être pour les coopératives d'habitation de but non lucratif, mais, chers amis, avec les yeux ouverts.
Je ne sais pas si quelqu'un veut adresser. Should I wait until somebody responds to that and then speak afterwards? Because it's actually something else. Il demandait simplement, madame se demandait simplement si on voulait réagir avant de passer à un autre sujet. Ce que je dirais simplement, c'est que moi, j'ai eu à attendre jusqu'au cycle supérieur avant d'entendre parler des coopératives. Et dans mes recherches, j'ai remarqué que certains projets y allaient un peu de manière philosophique, idéaliste, mais sans réellement connaître le modèle ou même bien l'appliquer. Et donc, oui, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu de pas bien comprendre les démarches démocratiques et l'importance de respecter ce processus et d'avoir une vraie démocratie et pas juste sur papier, on fait les choses comme il faut. Donc, je suis tout à fait d'accord. Cela dit, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'entends pas beaucoup parler du modèle et je pense que c'est à nous de ramener le sujet sur la table et d'en parler au quotidien parce que ce que mes recherches ont démontré aussi, c'est que la plupart des gens encore le découvrent à travers du bouche à oreille. Donc, faut pas attendre que les écoles nous l'enseignent, faut pas attendre que papa, maman nous en parlent parce que peut-être que papa, maman ne savent pas. Donc, il faut s'informer puis il faut comme en parler puis insister sur le fait qu'il y a beaucoup de recherches à faire et puis il faut lire la loi coopérative et puis il faut regarder les exemples autour de nous. Voilà, c'est ma seule réaction. Donc, madame, question. You can go ahead now. My question is about how do you go about decolonizing this cooperative economy? For instance, there was a reference to the historical relationship by the Catholic Church in assisting to stop discrimination against the French Canadians. But what we must keep in mind is while the church, the Catholic Church, was stepping up in regards to this discrimination of French Canadians and the fascism issue, they were raping us. They were raping my family. And, these were not good people. These are people who need to be charged with genocide, a crime against humanity, war crimes, and crime of aggression. And they're not to be upheld in a manner where it's like they were do-gooders. They were do-gooders maybe to white people, but not to us Turtle Islanders. So I want to know, how do you go about decolonizing this cooperative system, this economical cooperative system? Because that land you speak of isn't Turtle Islander land. The resources belong to the Turtle Islanders. How do you start, reconciliation? For instance, the scholars. McGill University was built by the monies of the First Nation trust accounts. And there was never a bill of sale. And that's been documented, that the monies built from McGill were our monies. The land was never ceded. So when does this giving back what was wronged begin? Because nobody wants to take ownership. People keep making references, it's history, it's in the past. No, it's in the present. You cannot put in the past what is still in the present. And I find it problematic that, a lot of the discourse is like, the issue is that there's a recolonization taking place. And the cooperative system is not perfect. Because I can tell you, as an Innu Eo Esquil, fluent in my language,
fluent in my culture. I don't follow any immigrant religions. I'm a pipe carrier. And we're very, very much against resource extraction. I can tell you that I've been feeling sad. To hear the recolonization communication take place. And here it is, April 13th, 2019. And I'm not hearing any progression in terms of our relationship. Yeah, we wanted to invite, Jonathan was actually going to try to tackle that, the huge question of how like cooperative movements, how co-ops can apply it to reserves and to Native people. It was, do you want to answer? Do you want to say a word about that? En bref, je vais te la résumer. OK. Well, if I can... So what I find interesting in the co-op model and how it can change relationships with indigenous people, right? I can feel all the pain you feel yourself. For my part, I think that the colonizing... je vais parler en français, hein, de toute façon, c'est traduit, hein, c'est pour ça que j'ai un micro. Désolé. OK. Pour ma part, je pense que la colonisation s'inscrit dans ce que j'appelle le projet d'expansion limitée de la maîtrise rationnelle et de la possession totale de la nature. Je ne ferai pas une conférence là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les Européens sont arrivés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étendaient le christianisme, ils étendaient le monde. Hein? Ils ont découvert que le monde n'était pas clos comme ils pensaient, ils étaient plus grands, donc ils ont voulu le conquérir. Ça s'inscrit là-dedans. Il y a des gens qui vivent ici. Non, on n'a pas pu cohabiter vraiment avec eux pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne m'étalerai pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas très charmé par les discours mythologiques sur l'alliance de Champlain. Hein, son alliance était: on va prendre vos femmes, on va les marier, puis on va faire un peuple qui n'est pas autochtone, mais français. Hein, c'est français et autochtone, mais c'était quand même: on va vous éduquer à la française. Cela dit, je suis certainement l'idéal type voulu par le ministre de la Culture de Louis XIV, qui s'appelle Colbert. Assimilé, je l'assume, mais j'utilise mes connaissances pour critiquer la colonisation aussi. Le propos que j'avais aujourd'hui, je l'ai bien enraciné dans mon identité. Je considère que le capitalisme exploite nos territoires, mais que si nous parvenons à transformer les villes, mais aussi les régions, nous pourrons réduire l'impact sur nos territoires. Ça fait partie de ma démarche décoloniale. Je pense vraiment. Et puis, de toute façon, moi, je fais pas une séparation nette entre oppressant et oppressé selon un système de race qui est quand même là, institué par le gouvernement fédéral, à même la loi sur les Indiens. D'une part, les Autochtones, d'autre part, les Québécois. Ce n'est pas parce que les Autochtones sont oppressés que les Québécois ne sont pas oppressés. Et ici, je veux dire que les populations, et ça c'est comme ça partout sur la planète, même au Québec, les populations, même si le Québécois il a le droit de vote, il est toujours subordonné à une structure économique qui l'exploite, qui le garde des choses qui sont mauvaises pour notre santé, hein, même nos aliments. Hein,
On apprenait dernièrement que la recherche au ministère de l'Agriculture, elle est sous le contrôle des compagnies de pesticides et de Monsanto et compagnie. Genre, tu sais, ces gens, à un moment donné, la décolonisation, ça concerne pas juste les Inuits, les Mohawks et les premiers peuples d'ici, ça concerne tout le monde. C'est pour ça que je dis qu'il faut transformer la société pour tous et pour toutes. Je veux dire, on n'enverra pas les Québécois sur Mars. En ce qui concerne l'empathie que les Québécois devraient avoir envers nous, ça se fait par du travail de pédagogie. Moi, je ne suis vraiment pas du genre à me laisser charmer par les discours. Bon, il y avait des bonnes relations entre les Français et les Autochtones, les coureurs des bois, etc. Désolé, les coureurs des bois, ils ont métissé les premiers peuples, ils ont métissé les Inuits. Ça nous a permis de développer un système immunitaire pour résister, ne pas disparaître complètement avec les épidémies. Mais ça n'a pas métissé les Québécois. Donc, vous comprenez quand même ce que je veux dire, c'est que je pense que l'émancipation, ça concerne tout le monde. Et puis, à un moment donné, faut se parler, il faut se dire la vérité aussi. Faut pas se laisser charmer par des mythologies non plus. Voilà ce que j'avais à répondre. Allez-y, mais on va devoir clore très bientôt parce que c'est bientôt la fin. Alors, allez-y. J'ai une personne qui veut poser une mini-question ici. Alors, allez-y, madame. Vous avez raison, madame, mais effectivement, les coopératives ont été un outil pour les Autochtones. Les coopératives inuites dans le Grand Nord est une des coopératives les plus fortes. Et pourquoi qu'elle s'est mise sur pied, justement, c'est comme un outil de décolonisation, c'est-à-dire pour se libérer de la mainmise de la Compagnie de la baie du Tson qui contrôlait à peu près toute l'économie du Nord. Alors, cette coopérative-là, maintenant, a plusieurs composantes, dont une compagnie de transport aérien, la commercialisation de l'artisanat, du tourisme et probablement d'autres éléments aussi. Alors, effectivement, ça a été un outil autant, je parlais là, des francophones, mais autant pour les Inuits. Et moi, le hasard a voulu que je travaille pour la Commission des ressources humaines des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui travaille justement à développer l'emploi. Et un des modèles qui était proposé, c'était celui de l'économie sociale des coopératives. Alors là, je ne sais pas où ce projet-là en est, là, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était mis de l'avant aussi. One last question ici, puis on va go to the neighborhood section, and the talk must continue. The talk must go on. Just to final my just tiny point on this. J'aimerais beaucoup organiser une conversation sur how co-ops can link in empowerment with indigenous, the native cause. But that's a conversation for post-conference because we weren't ready to have it like right now. Bon, je voudrais remercier la dernière intervention de nous rappeler ce cadre-là. Je trouve que c'est quelque chose qui avait également été nommé au début de la conversation de Jonathan, qui était le concept que les peuples autochtones ont toujours nommé qu'on vient d'un territoire qui est vivant, c'est le territoire qui nous nourrit, qui nous abreuve, qui nous donne toutes les ressources qui nous permettent de vivre bien. Au final, toutes les ressources découlent de l'écologie, de ce que le territoire vivant nous donne. On peut nommer l'Amérique du Nord comme étant la grande tortue, puis vraiment avoir cette conscience-là que nous sommes comme des éléments microscopiques à l'intérieur d'une biosphère vivante qui est celle qui nous nourrit. C'est pas un concept qui appartient juste au peuple autochtone. Je pense que c'est quelque chose qui est nommé par tous les scientifiques qui étudient la Terre à partir de l'espace, puis qui nous parlent des changements climatiques. Moi-même, je suis géophysicien, puis j'étudie la Terre, et puis je voudrais vraiment nommer que la biosphère, c'est l'entité vivante qui nous nourrit. Puis donc, si c'était possible de formuler une économie collaborative qui reflèterait vraiment ces axiomes de base-là, plutôt que de découler d'un système financier qui a été instauré de force par le colonialisme, c'est-à-dire que la finance qui a été établie par la monarchie britannique, ça a été un outil de colonisation très puissant qui a placé à peu près tous les pays dans des dettes, qui a émis des titres de propriété terrienne qui sont monnayables en argent avec la face de la reine dessus. Surtout nos billets de banque, on a le visage de la reine d'Angleterre dessus. Puis c'est pas la reine d'Angleterre qui me nourrit,
Ce qui me nourrit, c'est d'avoir de la terre à cultiver avec des légumes, puis de l'eau propre, puis d'avoir de l'air à respirer. Puis donc, je trouve que puis la source du capital, avant même d'être de l'argent mis dans un compte de banque avec de l'or, c'est le temps humain, c'est les efforts humains qui sont coordonnés, qui sont mis en œuvre pour mettre en branle toute cette coopération qui nous permet de vivre bien. Donc, j'aimerais demander s'il y a plus de réflexion profonde face au système financier puis au système monétaire qu'on a actuellement. Moi, par exemple, je suis un des administrateurs de l'Accorderie à Sherbrooke, qui est un réseau d'échange de temps qui permet carrément aux différents humains d'une communauté de s'échanger les heures de leur journée pour sortir du paradigme du dollar, parce que je trouve que, justement, rester toujours dans le cadre monétaire, puis c'est vraiment jouer le jeu des banques puis de la finance internationale qui, au final, essaie de monétariser les écosystèmes puis ce qu'ils appellent la ressource humaine, alors qu'en fait, c'est l'énergie vitale de la Terre puis des humains qui est en jeu ici. Donc, voilà, merci. I think we have to stop. Is it really 20? Is it a 10-second question? Okay, 10-second question. I just wanted to know, because I find it's taking a very long time to get into a co-op. Sorry, to get into a co-op. Is there a way that you can improve access to getting into a co-op? Housing co-op. Housing co-op. When we want to apply to housing co-op, it's difficult, it's not clear. How can we improve that? Yes, so on the table I left some leaflets that say that explain and they're bilingual that explain how to access a co-op. But you're right. I mean, the major problem is that the number of dwellings that are available are not very important compared to the number of people who want to get in. And as a matter of fact, I haven't heard it mentioned today, but the recent budget that was launched by the Quebec government, nobody talked about it in the media, but it's the first time in 20 years that there's no funds allocated to the development of more social housing. So I know that when you're in need, all your energies are go in the direction of finding a solution, but at the same time, and it was mentioned by Stéphane before, what we need is mobilization. We need to organize and pressure our governments and now the Quebec government a lot so that, I mean, there will be important investments in the development of more social housing. Non, je comprends, mais en même temps, c'est normal de rencontrer un comité qui sont les gens avec qui vous êtes appelés à vivre puis à travailler aussi dans la coopérative. Alors, c'est pour ça qu'il y a souvent 3 personnes, puis pour être sûr aussi que la décision est juste, là, d'avoir plus qu'une personne qui prend la décision. Mais probablement, vous avez eu une entrevue, mais c'est ça, normalement, les coops reçoivent plusieurs personnes en entrevue, puis...
Oui, vous pourriez. Ça pourrait vous aider si vous passez d'autres entrevues, là. C'est toujours utile. Il faut qu'on mette fin à cette conversation parce que on va continuer. Mais mes chers amis, la conversation n'est pas finie. Toute cette conférence traite de la coopération et du logement. Moi, je veux juste souligner l'intéressant point qu'il a dit que la création de liens de solidarité à travers les coops et les projets coopératifs qui vont nous aider à en fait aller vers un projet de démocratie directe. Je trouvais ça très, très pertinent. Si on veut transformer la démocratie, on doit bâtir plus de liens de solidarité. Et les coops, ça nous aide à bâtir des liens de solidarité. La jeune demoiselle ici a une petite annonce par rapport à l'activité de quartier qui se passe maintenant.